la justice, mais voulant moi-même être en charge aussi de l'évolution et de la vitalité du droit, merci de me permettre de m'accueillir, de me donner aussi fréquemment l'hospitalité et de me permettre effectivement de venir butiner, picorer à titre personnel les travaux de recherche, les réflexions, les conclusions, les hypothèses des chercheurs, de m'accueillir dans votre maison à chaque fois, ici et ailleurs, et de permettre que nous puissions travailler ensemble entre nous avons un groupement d'intérêt public qui fait de la recherche et qui est en partenariat avec des organismes de recherche. J'ai voulu effectivement, c'est depuis que je suis aux responsabilités, dynamiser ce partenariat, ces échanges, et je crois qu'il en sort déjà de très très belles choses et qu'il en sortira encore des choses extrêmement utiles pour tout responsable politique qui comprend, qui est conscient d'une chose élémentaire, c'est le besoin qu'il a de cette pensée dynamique, c'est-à-dire non seulement de cette connaissance historique avec toute la profondeur de la construction de la pensée, mais dynamique aussi au sens où cette pensée, elle continue à s'enrichir et puisant dans les expériences, peut elle-même s'étoffer, prendre encore de la substance et produire des réflexions qui doivent aider, éclairer la décision politique. La décision politique est extrêmement lourde de conséquences puisqu'elle s'applique dans la société sur les citoyens. Et il vaut mieux que ces décisions soient clairvoyantes d'une part et qu'elles soient justes, cela me paraît essentiel. C'est la condition pour que les règles émises puissent être respectées et pour éviter de donner lieu et de l'espace à toute remise en cause des règles et à toute transgression, il faut veiller à ce que les règles soient les mieux éclairées possible et donc élaboré avec le plus de justesse. Donc je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce matin et pardon pour les quelques minutes d'attente, mais c'est vrai qu'une journée de ministre est juste une horreur totalement affolante, ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter d'en faire l'expérience un jour. Je pense en venant jusqu'à vous, je me disais que j'espère déranger les choses. Je les dérange nécessairement puisque je viens de l'univers politique, même si j'ai fait autre chose dans ma vie, je continue à faire autre chose dans ma vie et que toutes les nuits, j'ai besoin, pour me sauver moi-même, de lire de la bonne littérature. C'est pas que des ouvrages scientifiques. J'ai besoin de ça pour me sauver et moi-même, mais il n'empêche que je viens de l'univers politique, je viens d'un monde qui est au carrefour de toute une série de contraintes, de tensions et de pressions. Et donc je viens dans votre univers et j'y viens en faisant du bruit. Voilà, je vous le dis franchement, je sais à qui je parle, hein, je sais qui est devant moi, vous êtes des chercheurs, vous faites un travail quotidien de l'esprit, vous projetez vers l'avenir, vous avez un rapport au temps qui est forcément différent du nôtre, mais je viens très très clairement en faisant du bruit. Et je vais commencer par vous dire, que j'adhère beaucoup à ce qu'écrivait Épictète, que je n'ai pas connu, vous imaginez bien, même si je ne suis pas spécialement choquée par l'idée de la réincarnation, mais j'aime beaucoup cette pensée où il disait que de la discorde naît la plus belle harmonie. Et j'espère qu'au terme de vos travaux régnera la plus belle harmonie. Mais qu'avant d'arriver au terme de ces travaux, vous aurez laissé d'espace à la discorde, parce que le devenir est effectivement déterminé par la discorde, par la dispute, par le débat. Et je veux remercier celles et ceux qui depuis hier participent à cette discorde, hein, parce que pour ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler ne méritent ni égard ni patience. Ça c'était de René Char. Et même si j'arrive jusqu'à vous seulement le deuxième jour de vos travaux, je veux prendre ma part à la discorde. Et commencer par interroger le titre de votre colloque. Vous me direz, il est bien temps d'interroger le titre de votre colloque. Mais tout de même, lorsque j'ai accepté, et lorsque j'ai revu, quand même hier soir, dans quoi je venais mettre les pieds, la mémoire de l'esclavage dans tous ses états, perspective internationale comparée. La mémoire de l'esclavage. Il est singulier, votre singulier. Parce que l'esclavage, les esclavages, en réalité, Édouard Glissant écrivait la mémoire, au pluriel, des esclavages. Les esclavages. Parce que l'esclavage, en tant que générique, recouvre une réalité protéiforme, extraordinairement protéiforme. Et cette réalité protéiforme, elle a de toute façon produit des conséquences. Et aujourd'hui encore,
il y a des ramifications sur 3 continents qui sont encore à l'œuvre et qui concernent des peuples, des communautés humaines. Ces peuples et ces communautés humaines, au moment même où se pratiquait la traite négrière notamment et l'esclavage, ces peuples et ces communautés humaines étaient déjà multiples, étaient déjà divers, participaient déjà à des sociétés qui étaient elles-mêmes travaillées par des différences, des divergences, des contradictions, des antagonismes. Donc la réalité elle-même est protéiforme, elle l'a été au temps où elle a été pratiquée, et elle demeure protéiforme au sens où elle produit des conséquences et des dynamiques qui sont différentes, multiples, parce que ces communautés, ces peuples et les individus qui les composaient avaient des cultures différentes, avaient des histoires différentes, suivaient des trajectoires différentes. Et c'est bien pour ça que l'humanité s'en est à ce point enrichie, et notamment sur le continent d'où je viens, puisque moi je viens d'Amérique du Sud, et sur ce continent d'où je viens, on voit bien que la traite négrière et l'esclavage ont produit l'irruption de peuples nouveaux, de communautés nouvelles, et communautés humaines nouvelles, cela veut dire tout ce que produisent les communautés humaines pour vivre ensemble, c'est-à-dire la langue et le langage, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire l'explication de l'univers, alors que ce soit par cosmogonie, que ce soit par religion, que ce soit par spiritualité, sans Dieu, sans être suprême, etc. Tout ce que produisent et les expressions diverses d'oraliture, c'est-à-dire de littérature orale, parce que ça a été pendant très longtemps des communautés qui ont transmis leur histoire, leur culture, leur mémoire par voie orale. Donc que ce soit l'oraliture, la littérature, que ce soit les différentes formes d'expression artistique, il y a donc une éruption de réalités humaines collectives nouvelles qui sont directement issues de cette histoire.